Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Merci de revenir une fois de plus pour discuter avec nous de l'actualité géopolitique sur le continent. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui te tient particulièrement à cœur. C'est le Rwanda, le génocide rwandais. 30 ans de génocide qui ont été commémorés. Et qui D'ailleurs, continue nous d'ailleurs. sommes d'ailleurs dans la phase de commémoration. Et je veux qu'on en parle parce que je pense que l'histoire du Rwanda, le génocide rwandais, est une histoire qui fait partie de ces histoires qui sont proches de nous, mais que nous connaissons mal. Ou du moins dont nous avons quelques bribes. Comme cela. Est-ce que tu peux, déjà, en plus, ça tombe bien parce que tu as pondu un livre, et comme d'habitude, c'est un pavé. 900 pages. Combien? 904 pages. 904 pages. Est-ce qu'on a besoin de 904 pages pour comprendre le génocide au Rwanda? Non pas que ce sujet ne vaille pas la peine, mais bon, on a besoin d'autant de contenu. Pourquoi autant de contenu? Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, je peux vous dire que j'ai réduit le nombre de pages parce que l'éditeur trouvait que c'était beaucoup, donc il fallait quand même réduire un peu. Mais c'est vrai que c'est quand même imposant. Oui. Alors, dans ton image, on voit, de ce que j'aperçois ici, quelqu'un qui est enchaîné. Je vois des menottes en tout cas. Qu'est-ce que tu veux transmettre? Mais le titre, c'est... Rwanda, malheur aux vaincus. et le sous-titre, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. oui. Donc l'image, c'est celui qui est incarcéré, c'est quelqu'un qui est vaincu. Donc ce sont les vaincus de cette tragédie qui a vu arriver au pouvoir le président Paul Kagame et le Front patriotique rwandais qui dirige encore aujourd'hui le Rwanda 30 ans plus tard. Et les vaincus, ce sont les Hutus qui sont au pouvoir et qui sont marginalisés aux quatre coins du globe où le destin les a dispersés. Revenons donc à la genèse de Ouais. ce conflit. Alors, ton livre, où est-ce qu'on le trouve? En librairie partout, à partir de la semaine prochaine, partout à la FNAC, dans toutes les librairies Quand la françaises. vidéo sortira, ce sera déjà disponible. Parce Exactement. que, du coup, à la FNAC, À la FNAC, dans toutes les librairies françaises. Rwanda, malheur aux vaincus, 1994-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. C'est dur, ça. L'origine du conflit. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive à avoir un génocide au Mais Rwanda? il y a une guerre civile d'abord, qui commence le 1er octobre 1990. Une guerre civile qui commence par l'invasion du Rwanda à partir de l'Ouganda par des forces, les rebelles de l'armée patriotique rwandaise. Donc une rébellion Tutsi composée d'exilés Tutsis qui vivent en Ouganda et qui ont occupé des fonctions importantes là-bas. Et leur chef, Fred Rwigema, avait comme adjoint ou son ami Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda. Donc ce sont eux qui ont lancé une attaque contre le Rwanda le 1er octobre 90 Alors, il faudrait peut-être expliquer pourquoi des Tutsis rwandais se retrouvent, ou leurs parents se retrouvent en exil. en exil. Oui, mais parce qu'il y a eu au Rwanda en 1959 ce qu'on appelait la révolution sociale Hutu. Tout à fait. Avant ça, le Rwanda était une monarchie qui était dominée essentiellement par les Tutsis. Et les Hutus étaient considérés comme des citoyens de seconde zone dans ce Rwanda-là. Tout à fait. Et en 59, les Hutus demandent beaucoup plus de droits. Est-ce qu'on peut parler des proportions en termes de nombre? Parce que ça Oui, parce que les ça Hutus, va être important. c'est 85% de la population, les Tout Tutsis, à c'est fait. 14%, Tout à fait. et les Tois, donc les Pygmées, en quelque sorte, c'est 1% de la population. Et donc, vous avez 14% qui dominaient les 86% Tout à fait. à l'époque. Et donc, les Hutus demandent plus de droits à la fin des années 50, et les Tutsis qui dirigeaient le pays à l'époque leur refusent ça. Et donc, les Hutus se rebellent, et à ce moment-là, ils ont le soutien de la puissance coloniale, la Belgique, qui au départ soutenait les Tutsis, qui était la monarchie Tutsi. Instruite. Exactement. Et donc, il faut comprendre que à l'époque, on considérait les Tutsis étaient considérés comme proches des Blancs et les Hutus comme des nègres. C'est comme ça qu'on les appelait. Des nègres avec des nez plats et tout. C'est comme ça vraiment qu'on les appelait, on les traitait. Et les élites Tutsis de l'époque ont intériorisé cette façon de voir les choses, considérant les Hutus comme des sous-hommes en réalité, en quelque sorte. Et en 59, il y a une révolution des Hutus, de la majorité, qui mène au renversement de la monarchie et à la naissance de la République rwandaise. Et donc, cette révolution va conduire à l'exil de milliers de Tutsis, parmi lesquels se trouve Paul Kagame, qui était à l'époque un petit garçon, qui va aller en exil en Ouganda, d'autres vont aller au Burundi, en Tanzanie, d'autres Pays voisin. encore en Occident. Oui. Il ne va Et pas y avoir à cette vague-là en RDC?
Il y avait aussi en RDC. Forcément. Exactement, oui. Dans tous les pays voisins, il y avait des Tutsis qui avaient fui le programme de 1959. Mais ils vont tenter de reconquérir le Rwanda dans les années 60, mais ils vont échouer. Et à chaque fois qu'ils vont mener des attaques contre le Rwanda, il y aura des exactions contre les Tutsis restés au Rwanda, soupçonnés de jouer le jeu de leurs frères qui sont en exil. C'est comme ça que d'autres vont encore se retrouver en exil et ils vont gonfler le nombre de ceux qui étaient déjà partis en 59. Donc, en 1990, ce sont ces Tutsis-là qui sont en Ouganda, soutenus par les membres de la diaspora Tutsi, qui décident de regagner le Rwanda, mais cette fois, les armes à la main. Et donc, la guerre commence le 1er octobre 1990, et c'est cette guerre-là qui va créer des tensions au Rwanda. Et le 6 avril 1994, le président Hutu, qui est là, le président Habyarimana, Parce qu'il faut le dire, après 1960, les Hutus vont diriger le pays. diriger le Rwanda. D'abord, il y a l'indépendance en 62. Il y a un président qui est là, qui s'appelle Kayibanda, qui va être renversé en 73 par le président Habyarimana. Et Habyarimana, lui, va diriger le pays de 73 jusqu'à son assassinat en 94. Et c'est son assassinat qui va déclencher des massacres au Rwanda. Alors, parlons donc du mandat du président Hutu, Habyarimana. Il se dit, parce que comme tu es spécialiste, tu vas pouvoir nous éclairer, il se dit que pendant son mandat, déjà, première chose, ce président était très proche, parce qu'on va parler de la France, parce que très clairement, le rôle de la France est très controversé par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda. Il se dit, déjà, il faut qu'on soit d'accord là-dessus, que Habyarimana est très proche de François Mitterrand. Il est très proche de la France, qui littéralement le soutient, d'ailleurs, très clairement, faisant de lui un allié dans la région. Est-ce que tu valides déjà cette thèse-là? Oui, la France soutient le Rwanda, mais pas pendant la guerre. Non, on n'est pas encore à la guerre, on est avant la guerre. Oui, la France soutient le Rwanda d'Habyarimana, tout comme elle soutient le Zaïre de Mobutu. Tout à fait. Alors, par contre, il se dit aussi que pendant la direction du pays d'Habyarimana, les Tutsis vont commencer à être marginalisés. Et puis ça se comprend au vu de l'histoire que tu viens de nous raconter. C'est faux. Habyarimana prend le pouvoir justement parce que les Tutsis étaient marginalisés sous le président qui était là avant lui, son prédécesseur Grégoire Kayibanda. C'est lui, il est un Hutu du Sud. Ces précisions sont très importantes, vous allez comprendre pourquoi. Lui, il est Hutu du Sud. Lui, sous son règne, il y a eu quand même une certaine marginalisation des Tutsis. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est justement à cause de ça, parce qu'il y a la marginalisation des Tutsis, mais aussi des tensions avec les Hutus du Nord, qui réclament beaucoup plus aussi de place au pouvoir. Parce que ceux qui dominent le pouvoir à l'époque sont les Tutsis du Sud. Et donc, Habyarimana, lui, il est Hutu du Nord. Et il y a eu des tensions entre les Hutus du Sud et les Hutus du Nord. Ce sont ces tensions conjuguées à la marginalisation des Tutsis qui mènent au coup d'État de 73, qui mène Habyarimana au pouvoir. Et quand Habyarimana prend le pouvoir, il est soutenu par les Tutsis. Quels Tutsis? Parce que là aussi, il faut dire qu'au niveau des Tutsis, il y a deux groupes. Parce qu'il y a les Tutsis. Il y a des radicaux Tutsis qui sont pour. Les radicaux sont à l'étranger. Mais ils ont quand même quelques soutiens à l'intérieur du pays. Non, ceux qui sont restés, oui, ils ont des frères et tout ça. Mais la plupart des Tutsis vont soutenir Habyarimana. Et c'est d'ailleurs sous Habyarimana que la grande majorité, beaucoup de Tutsis vont prospérer à un point tel que le pouvoir économique au Rwanda, sous Habyarimana, était contrôlé par les Tutsis. Et quand on vous dit que sous Habyarimana, les Tutsis étaient marginalisés, c'est faux, il n'y a aucune preuve. Pour preuve, après le génocide, l'OUA a envoyé une mission au Rwanda pour enquêter. Quand ils ont enquêté, ils ont revu l'histoire du pays, des rapports entre les Hutus, les Tutsis et les Twa. Les experts de l'OUA disent ceci. En aucun moment, on a trouvé sur Habyarimana un quelconque programme contre les Tutsis. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je m'arrête là, je vais poser ta question, c'est que quand Kagame, les Tutsis de l'extérieur, attaquent le Rwanda, les intellectuels Tutsis de l'intérieur écrivent une lettre ouverte pour dénoncer cela. Et c'est la raison pour laquelle Kagame va massacrer la plupart d'entre eux. Ça, on ne le dit pas. Alors, ce que tu dis, pour moi, soulève donc des questions. Exactement. Comment se fait-il qu'un pays dans lequel il n'y a donc, d'après toi, pas de politique anti-Tutsi puisse, du jour au lendemain, dès la mort du président de la République, basculer dans la guerre et dans le massacre d'un groupe ethnique?
qu'est-ce que tu fais donc de tout ce que l'on appelle la radio Mille Collines, de tous les appels qu'il y avait? Enfin, parce que quand on parle de tout ce qui est pré-génocide, ce sont les signes annonciateurs d'un Oui. génocide. Ça peut être la communication de masse qui a pour but de stigmatiser un groupe ethnique dans le pays. Est-ce que tu ne reconnais pas quand même tous ces éléments-là? Sinon, qu'est-ce qui Ces justifierait donc une éléments, bascule du jour au lendemain? ces éléments existent. Oui, Et ils existent dans quel contexte? Dans un contexte de guerre civile. Parce que lorsque le en Rwanda... 90. Oui, avant ça, il n'y avait pas ça. On n'a jamais entendu parler de la radio Mille Collines extrémiste avant 90. On a commencé à parler de cette radio après l'attaque du FPR, premièrement. Deuxièmement, Oui, il n'y avait pas que la radio de Mille Collines. Il y avait une radio Tutsi extrémiste aussi. qui s'appelait? Kongura, un truc comme ça, qui était dirigé par Kagame. Mais Il y avait elle les deux émettait radios. d'où? Elle émettait, je crois, de l'étranger, mais Bah il y avait oui, des relais. donc, Mais ils émettaient au Rwanda. ok, Ils émettaient au Rwanda. ok. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu un contexte qui a créé, engendré les événements qu'on a pu observer. Et ce contexte, c'est la guerre civile. Mais de 90 à Lorsque 80 Kagame, oui, de parce que 90 à 94, il y ça a fait 4 4 ans. ans. Donc, bon, non, Eh bien, pendant et 4 ans, tu pas dit qu'en 4 ans, justement, Abiyarimana ne freine pas ça. Il mais laisse faire. justement, ben, c'est une très bonne question. Parce que, est-ce qu'il y a eu génocide pendant les 4 ans? Oui, mais ça a préparé le génocide. Non, ça a préparé les événements qu'on a pu observer, c'est vrai. Oui, Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Parce qu'il ne faut pas oublier que le génocide a commencé quand Abiyarimana a été assassiné. tout à fait. Donc quand il était là, il n'y a pas eu de génocide. Ça, c'est le premier élément. Oui. D'accord. Mais quand Pourquoi? il était là, il a laissé le climat. Non, parce que justement, Abiyarimana s'oppose aux extrémistes de son propre camp. C'est la raison pour laquelle on a toujours dit, les gens de Kagame ont dit que l'attentat a été commis par les extrémistes de son camp pour le tuer et commettre le génocide. Vous comprenez maintenant? Quand ils le disent, ils ne se rendent pas compte qu'ils se piègent. Ils piègent leur propre narratif. On dit que Abiyarimana a été assassiné pour déclencher le génocide. Et ce sont les extrémistes de son propre camp qui l'ont assassiné justement parce que lui n'était pas extrémiste. Et je rappelle qu'il était soutenu par certains Tutsis, dont le père du chanteur Corneille, Émile Nyongora, qui a été assassiné, lui et toute sa famille, par les hommes de Kagame. Donc c'est le contexte de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux événements majeurs qui permettent de comprendre ce qui s'est passé au Rwanda. La guerre de 90 commence. Les hommes de Kagame nettoient systématiquement le nord du Rwanda. Ils massacrent tous les Hutus qu'ils trouvent là-bas. Donc ça crée un déplacement de population du nord vers le sud. Ok? Et les populations Hutus racontent ce qu'ils ont vécu dans les zones contrôlées par le FPR de Kagame, le Front patriotique rwandais. Premièrement. Mais il y a un autre événement dont on ne parle pas beaucoup qui permet de comprendre la radicalisation de certains Hutus. Ce sont les événements au Burundi. Au Burundi, en 93, il y a des élections. Au Burundi, pendant longtemps, le pouvoir était conservé par les Tutsis, la minorité Tutsi, parce qu'ils ont une même configuration ethnique là-bas. Les Tutsis dominent l'armée au Burundi. Il y a même eu un génocide en 72, des Hutus au Burundi. En 93, il y a des... C'est un génocide des Hutus. Oui, perpétrés par l'armée Tutsi. Ok, ils sont minoritaires, mais Ils ont l'armée. sont contre l'armée. Ok. En 93, il y a des élections au Burundi. Le président élu est un Hutu, Melchior Ndadaye. Il dit, puisque nous avons toujours connu des problèmes ethniques, il va mettre en place un gouvernement pluriethnique composé des Tutsis et des Hutus. Au Rwanda, à l'époque, il y a la guerre civile, parce qu'on est en 93, et les Rwandais sont en négociation à Arusha pour les accords de paix. Au Burundi, le président prend le pouvoir. Il dirige de manière ouverte avec toutes les composantes de la population. D'ailleurs, le premier ministre était un Tutsi. Ok? Qu'est-ce qui se passe au Burundi? L'armée assassine le président élu démocratiquement, le Hutu, l'armée Tutsi. On l'assassine sauvagement avec la baïonnette. Il est tué comme un chien. Et la situation, la mort du président déclenche la guerre civile là-bas. En tout cas, des échauffourées, il y a des massacres et tout. Les Hutus du Burundi affluent au Rwanda, ils fuient les exactions de l'armée Tutsi burundaise. Quand ils arrivent au Rwanda, qu'est-ce qui se passe? Les Hutus, leurs frères Hutus qui voient ça, qui entendent les histoires de ce qui se passe au Burundi, se disent quoi? Mais si ces Tutsis ne sont pas capables d'accepter le processus de paix, qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont accepter les négociations de paix que nous faisons ici? Et qu'est-ce qui se passe le 6 avril 1994?
alors qu'il y a eu des accords d'Arusha. On donne à Kagame, qui est minoritaire, 40% de l'armée et des institutions politiques. Les Tutsis du FPR de Kagame assassinent les deux présidents Hutus. Et celui du Rwanda, Habyarimana, est le successeur de celui de Burundi, c'est Prince Taryamira. Mais qu'est-ce que le FPR vient faire? Le FPR est impliqué au Burundi? Non, en fait, Tu veux on dire les soupçonne. Tutsis, c'est ça? Non, non, je veux dire les Tutsis. Mais on soupçonne le FPR d'être impliqué dans ce qui s'est passé au Burundi. Pourquoi? Parce que Kagame ne veut. L'exemple du Burundi est un danger pour le Rwanda. Une cohabitation? Oui, mais en fait, en cas d'élection, qui va gagner les élections d'après toi? Un Hutu. Mais c'est un Hutu, ils sont majoritaires. Et les Hutus vont gagner absolument. Si ce n'est pas Habyarimana, en tout cas, c'est l'opposition qui est composée des Hutus du Sud, qui, eux, ont décidé de se rapprocher de Kagame. Vous comprenez ici que le conflit n'est pas ethnique. Le conflit est politico-militaire avec une bonne instrumentalisation du fait ethnique. Parce qu'en réalité, vous avez Habyarimana Hutu du Sud qui est soutenu par un groupe de Tutsis de l'intérieur. Et vous avez l'opposition politique Hutu du Sud qui soutient la rébellion Tutsi du FPR. Oui. Donc quand les massacres, quand on assassine Habyarimana, qu'est-ce qui se passe? Les extrémistes Hutus commencent par l'Habyarimana. Vous pensez qu'ils vont... prétexte pour... Ils vont massacrer qui, vous pensez? Les Tutsis? Non, ils vont massacrer d'abord les Hutus du Sud. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Pourquoi ils massacrent les Hutus du Sud? On a dit que le Rwanda, c'est 85% de Hutus. Hutus du Nord et Hutus du Sud. En cas d'élection, soit le pouvoir va chez les nordistes ou chez les sudistes. Alors, Habyarimana est mort. Les nordistes, selon eux, pensent que l'alternative à Habyarimana, c'est les Tutsis qui sont minoritaires ou les Hutus du Sud. Donc ça veut dire que de ce que tu es en train de dire, toi, de ton analyse, le génocide va démarrer par les Hutus du Nord qui s'attaquent aux... Les extrémistes Hutus. Les extrémistes Hutus, donc qui sont ici. Les extrémistes, tu les appelles, ce sont ceux du Nord. Oui, la plupart. Okay. C'est même mélangé, c'est même beaucoup plus complexe que ça. En fait, parce qu'il y a aussi les extrémistes. Parce que tu as aussi des Tutsis parmi eux qui soutiennent Habyarimana. Et qui vont donc derrière s'en prendre aux modérés. En fait, ce ne sont pas des modérés. Ce qu'on appelle les modérés, en fait, ce sont les Hutus qui s'étaient rapprochés de Kagame. En fait, ça n'existe pas les Hutus modérés. Il n'y a que des Hutus. On n'a jamais dit des Allemands qui n'ont pas participé à l'idéologie du Troisième Reich que c'était des Allemands modérés. Mais pourquoi on dit la même chose des Africains? Voilà comment on utilise des expressions comme ça, sorties de nulle part, qu'on impose dans le débat public sur un sujet africain, qu'on traite avec beaucoup de condescendance et de mépris. Et nous, les Africains, nous intériorisons ça. Mais vous savez qu'il y avait, le représentant du secrétaire général de l'ONU au Rwanda, c'est un Camerounais, Jacques-Roger Boubou. Qu'est-ce qu'il dit? Il a écrit un livre, il faut le lire. Il explique ça. Son assistant, c'est un Camerounais, M. Ngijol, Albert Ngijol. Il dit clairement que, en fait, dans ces massacres, on s'est rendu compte qu'on n'assassinait pas les gens pour des raisons ethniques parce qu'en final, on a vu des Hutus tuer des Hutus et des Tutsis et des Tutsis tuer des Hutus et des Tutsis. Vous voyez? Oui. Donc, c'est un sujet qui est très complexe. Alors, le problème, c'est quoi dans le dossier du Rwanda? C'est que l'histoire de ce pays a été kidnappée par des chercheurs et des journalistes occidentaux qui ont une vision caricaturale des conflits africains. C'est ça le vrai problème, en fait. Et c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre. À partir du moment où on a un schéma simpliste avec les bons et les méchants, les Hutus et les Tutsis, tout est simplifié. Mais pourquoi, si c'était une affaire de Hutus et de Tutsis, pourquoi Kagame a tué le père de Corneille qui était Tutsi? Si c'est un conflit entre Hutus et Tutsis, pourquoi les extrémistes Hutus, leur première victime, vous savez c'est qui? C'est la première ministre du Rwanda, Madame Agathe Uwilingiyimana, Hutu du Sud. C'est elle qui a assassiné avec toute sa famille, ses enfants, tout le monde. Donc c'est un conflit complexe. Quand on parle de prédisposition, génocide, tout ça, oui, mais c'était par rapport au contexte sociopolitique et sécuritaire. C'est-à-dire que c'est comme si vous me dites ici qu'il y a des troubles dans le pays, les opposants, le pouvoir ne s'entend pas, qu'il y a des échauffourées tout le temps. Mais un tel contexte est propice à toutes les dérives. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. C'est juste ça. Ce n'est pas parce que les Hutus auraient planifié. Je rappelle, c'est très important de le dire. On l'a dit, le génocide a commencé avec l'assassinat d'Habyarimana par Kagame. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Mais les gens qui ont été accusés... que l'avion a été... abattu par Kagame.
Tu as des preuves. Mais les gens du FPR qui ont abattu l'avion, eux-mêmes l'ont dit. C'est pas moi. Ça peut être des gens qui se sont retournés contre Kagame. Oui, mais eux tous donnent des détails très précis. Mais à part ça, un autre détail important. Il y a eu des enquêtes en Belgique, à l'ONU, en France et en Espagne. Pourquoi? Parce que les ressortissants de ces pays ont été assassinés là-bas, notamment les Espagnols et les Français, parce que les membres d'équipage de l'avion d'Abiyarimana, c'était des Français. N'est-ce pas? Il y a eu des enquêtes dans ces pays-là. En Espagne, les Espagnols ont été tués par les hommes de Kagame parce que c'était des témoins gênants des crimes perpétrés par les hommes de Kagame. Il y a eu une instruction en Espagne, ils ont lancé 40 mandats d'arrêt contre les proches de Kagame. 40 mandats. Kagame en fait partie? Non, parce que lui, il était couvert par l'immunité présidentielle. ouais. En France, la première enquête du juge Bruguière a identifié 7 personnes autour de Kagame. Il y a eu un mandat d'arrêt et Kagame aussi devait être poursuivi, mais par l'ONU. L'ONU a mené une enquête dans les années 90, 97, 98. Les enquêteurs onusiens sont arrivés à la conclusion que l'avion a été abattu par les hommes de Kagame. Ils sont entrés en contact avec les gens qui ont fait l'opération, qui ont mené l'opération. Lorsque le chef des enquêteurs de l'ONU, M. Michael O'Rourke, des nationalités australiennes, paix à son âme, est allé voir la procureure en chef du tribunal pénal international pour le Rwanda pour lui dire, écoutez, nous avons reçu des informations crédibles des gens qui ont participé à l'attentat, nous devons les exfiltrer du Rwanda et tout ça, on a des éléments. La procureure dit, c'est bon, continuez le travail. Quelque temps après, la procureure qui est canadienne, elle change d'avis. Pourquoi? Parce que la communication entre Michael O'Rourke et Mme Louise Arbour, la procureure canadienne, s'est déroulée à l'ambassade des États-Unis, États-Unis qui soutenaient Kagame et qui sait qui a perpétré l'attentat. Ils ont étouffé le dossier. Seulement, la successeur de Louise Arbour, Mme Carla Del Ponte, a mené aussi une enquête, mais secrètement. Parce qu'elle a été limogée quand elle a commencé à enquêter sur les crimes de Kagame au Rwanda pendant le génocide. Les États-Unis et la Grande-Bretagne l'ont limogée du tribunal. J'explique tout dans le livre. Ils ont fait sauter le dossier. En France, c'est la même chose. Quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, son objectif était de se rapprocher de Kagame pour permettre à la France d'avoir accès à la région des Grands Lacs, d'où elle avait été chassée après la guerre du Rwanda et du Congo, parce que la France soutenait aussi Mobutu à l'époque. Il ne faut pas l'oublier. Ils ont fait sauter le dossier de l'attentat. Et je révèle pour la première fois dans ce livre les témoignages d'un juge français qui m'explique comment la justice de son pays est corrompue dans ce dossier. Donc, sur la base de tous ces éléments-là, pour toi, tous les faisceaux pointent vers Kagame. Tout. Il n'y a pas... Pourquoi les Hutus auraient tué leur président? La seule hypothèse que les hommes de Kagame disent, c'est qu'ils ont tué Abiyarimana pour perpétrer le génocide. Si tel est le cas, mais Philippe, si tel est le cas, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, non, mais si tel est le cas, oui. Ça veut dire qu'Abiyarimana n'a jamais préparé le génocide. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, mais qui a dit qu'il a préparé le génocide? Mais c'est ça la version officielle, que le génocide était préparé sur Abiyarimana. Mais vous m'avez demandé à plusieurs reprises. Vous avez dit qu'il y avait des éléments précurseurs. Non, oui, justement, non, je n'ai pas dit. Mais c'était sur Abiyarimana. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est en train de préparer un génocide. Ça veut dire qu'il laisse le climat délétère s'installer. Oui. Moi, c'est ce que je veux dire. Je ne dis pas que prenons le cas de derrière, la radio de 1000 collines. Oui. Parce qu'il aurait pu faire interdire cette radio. Oui, mais il y a eu je vous donne un exemple que je traite dans le livre. Pour rappel, la radio des 1000 collines, c'était une radio propagandiste, oui, haineuse d'ailleurs, qui, à longueur de journée, incitait à la violence, les traités de cafards, des trucs comme ça. Au tribunal pénal international pour le Rwanda, concernant les militaires, les responsables politiques, les responsables des médias. Qu'est-ce qu'on sait maintenant de ces jugements? C'est que la radio des 1000 collines n'avait pas été créée pour perpétrer le génocide. Elle s'est radicalisée avec la guerre. C'est différent. C'est comme si le Cameroun était attaqué aujourd'hui. La télévision nationale qui est là et tout ça, qui est correcte, se rend compte qu'on a des infiltrés entre guillemets à l'intérieur du pays. Vous pensez quelle sera la position des médias au Cameroun? Sans contexte de guerre, il n'y aura pas de radicalisation. Mais regardez vos médias ici en France. LCI, la chaîne ukrainienne française là. Moi, j'appelle ça chaîne ukrainienne. Les gars sont radicalisés depuis le début de la guerre en Ukraine. Ils ont perdu toute objectivité, vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est un contexte qui a permis ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui s'est passé au Rwanda. Ouais. La radio de 1000 collines, selon les jugements, au regard des preuves qui ont été présentées, c'est radicalisé avec la guerre. En fait, les juges font la distinction. 90, hein? Oui, les juges font la distinction entre la radio de 1000 collines d'avant et de l'après 6 avril.
date de l'assassinat du président Habyarimana. Ils font la distinction. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas beaucoup connues, mais qui méritent d'être mises à la disposition du public pour avoir une position nuancée de ce dossier complexe. Si donc c'est Kagame qui, avec le FPR, est à l'origine de la mort du président Habyarimana, comment expliquer que dès les premiers instants, les extrémistes Hutus commencent les massacres, comme s'ils s'y attendaient? Parce que les massacres, je vous ai parlé du contexte burundais, n'est-ce pas? Oui. Quand on abat le président Habyarimana, si personne ne s'y attend, pourquoi on ne va pas vers la voie constitutionnelle en se disant, OK, qui est supposé prendre le pouvoir? Il y a eu tout ça. Quand on tue le président Habyarimana, qu'est-ce qui se passe par la suite? Kagame ordonne à ses hommes d'attaquer l'armée rwandaise sur tous les fronts. Là, on passe de la guerre de basse intensité, après la signature des accords d'Arusha, à une guerre de haute intensité. Kagame attaque le Rwanda sur plusieurs fronts. Les extrémistes Hutus se disent quoi? Nous voyons se répéter ce qui s'est passé 6 mois plus tôt au Burundi. Ils viennent pour non seulement prendre le pouvoir, mais pour réinstaller le Rwanda féodal de l'époque où nous allons devenir des sous-hommes. C'est dans cette psychologie-là que sont beaucoup de Hutus qui décident de tuer. Je ne justifie pas, mais j'essaie de comprendre. Je vous explique pourquoi. Dans quelle prédisposition psychologique sont les Hutus quand ils voient ça? Ils ont vu un président Hutu assassiné au Burundi. Et ils voient un des leurs, Hutu aussi, assassiné au Rwanda, par les mêmes, mais ceux qui étaient chassés de 59 et qui reviennent prendre le pouvoir par la force pour les assujettir. Ce qu'ils font aujourd'hui, en fait. C'est dans cette prédisposition qu'ils ont. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce déchaînement de fureur et de colère. Parce qu'ils tuent qui? Pourquoi est-ce qu'on tue les Hutus de l'opposition tout? Parce qu'ils sont réputés être proches du FPR. On ne tue pas l'autre parce qu'il est de l'ethnie différente ou pas. On tue l'autre parce qu'il est soupçonné d'être de connivence avec l'ennemi. Il est l'ennemi. C'est pour ça qu'on tue. On n'attaque pas les Tutsis parce qu'ils sont Tutsis. On a un jugement du TPIR qui dit d'ailleurs que quand la guerre a commencé en 1990, il y a eu 10 000 arrestations au Rwanda. Pendant longtemps, on nous a dit que c'était des Tutsis. Mais moi, j'ai discuté avec certains militants de droits de l'homme rwandais qui m'ont dit non, M. Mbeko, 70% des personnes incarcérées étaient Hutus. J'étais choqué quand je l'ai appris. Moi, j'ai dit, mais non, on a toujours su que c'était des Tutsis. Ils m'ont dit, et la personne qui me dit, à l'époque, soutenait le FPR en passant. On dit non, nous, quand nous sommes allés dans les prisons, nous avons vu des gens qui étaient incarcérés, mais qui étaient en réalité des Hutus. Donc, l'histoire officielle du génocide n'a qu'un rapport lointain avec la réalité des faits. Jusqu'aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard. Mais justement, c'est pour ça que je publie ce bouquin. Pour expliquer avec beaucoup de détails, beaucoup de distance et de nuances aussi, que ce qui se dit et ce qui s'est véritablement passé a une différence. Pour finir sur cet aspect-là, il y a eu 2 chercheurs américains qui ont travaillé pour le tribunal pénal international pour le Rwanda, Nicolas Davenport et Alan Stam. Eux, ils ont travaillé pour l'ONU au Rwanda. Ils sont allés au Rwanda. Ils étaient comme tout le monde prédisposés. Le génocide des Tutsis, ce sont les Tutsis qui ont été massacrés, tout ça. Ils sont allés faire leur enquête. 10 ans d'enquête. Ils ont eu accès à des données auxquelles personne n'a eu accès. Quand ils sont arrivés à la fin, ils se sont rendus compte que ce qu'ils observaient et ce qu'ils pensaient être la vérité, il y avait une grande différence. Et ils ont dit, nous sommes allés au Rwanda en nous disant, comme tout le monde, qu'il y avait des Hutus qui avaient perpétré un génocide contre les Tutsis. Mais après avoir tout vu, nous nous sommes rendus compte que ce que nous croyons être la vérité ne l'était pas. Un détail. Prenez le chiffre officiel des massacres, des morts, pardon. Kagame dit qu'il y a eu 1 million de morts, essentiellement Tutsis. 93% de ces morts étaient Tutsis. Or, au Rwanda, à l'époque, il y avait près de 600 000 Tutsis. Donc, 1 million de Tutsis ne peuvent pas mourir dans un pays qui comptait 600 000 Tutsis. Et admettons même que tous les Tutsis ont été tués, les 600 000. Il reste quand même 400 000. Alors, c'est qui les 400 000 là? Si ce ne sont pas les Hutus et les Twa. Les Twa étant ultra minoritaires, ce sont les Hutus. Sauf que Ibuka, Association des victimes du génocide, nous dit qu'il y a eu près de 300 000 rescapés Tutsis pendant le génocide. S'il y a eu 300 000 rescapés, ça veut dire qu'il y a eu 300 000 Tutsis qui ont été tués. Okay. Alors, les 700 000 restants, c'est qui? Si on prend les chiffres du gouvernement rwandais. Au final, c'est le génocide des Hutus, alors? En réalité, ce qui s'est passé,
C'est pour ça qu'au début, l'ONU parlait de génocide rwandais. L'expression, la dénomination génocide des Tutsis a été utilisée à partir de 2017 sur pression du Rwanda, à la grande déception des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ses alliés. Je rappelle ça. C'est pour ça qu'on parlait de génocide des Tutsis et des Hutus dits modérés, même si je ne suis pas d'accord avec cette dénomination-là. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.